Bonus. Trax. Si les Liberators forment le gros des rangs des Stormcast, inspirant les mortels aux alentours à se battre pour leur salut, les Réclusiens, eux, sont longtemps restés cachés de leurs yeux. Ils forment malgré tout l'épine dorsale de la Chambre de Perdition, récemment libérée pour abattre les hordes de Skaven s'abattant sur les royaumes mortels. Mais combien de temps encore pourront-ils tenir avant que leurs derniers souvenirs humains ne disparaissent? Et que deviendront-ils alors? Dans le monde d'Age of Sigmar, personne ne saurait leur donner une réponse, pas même le dieu roi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Reforge, un format court pour Land Rider, vous connaissez la chanson. Dans celui-ci, on va s'intéresser à un kit venu de Warhammer 40 000, Age of Sigmar ou leurs dérivés, le passer en revue sous toutes ses coutures. On va donc parler du fluff, on va parler de son évolution au sein de la gamme Citadel Miniatures et bien sûr, on va trouver sur ce qui se passe sur la grappe ou encore de ce qu'on peut en faire au-delà de son utilisation la plus banale, la plus ordinaire. Et pour ce nouvel épisode, eh bien, j'avais envie de revenir à Age of Sigmar. Et oui, on ne parle pas beaucoup d'Age of Sigmar en ce moment, peut-être à raison, je ne sais pas, vous me direz en commentaire, j'ai un peu l'impression que ce jeu a tendance à disparaître des réseaux, c'est bien dommage parce qu'il a pas mal de choses à nous offrir et quelques kits plutôt sympas dont on n'a pas forcément beaucoup parlé depuis la sortie il y a maintenant presque un an de la 4e édition d'Age of Sigmar et donc on va parler des Réclusiens aujourd'hui, vous l'aurez compris, si vous avez cliqué sur ce podcast et qu'il ne s'est pas lancé automatiquement. Et du coup, on va commencer par le fluff comme d'hab. Alors au niveau du fluff, il faut que je fasse un petit rappel sur le principe de base du Stormcast. C'est un de nos premiers épisodes, mais peut-être que vous n'étiez pas là quand on l'avait publié à l'origine. Un Stormcast dans le monde de fantasy d'Age of Sigmar, ou un éternel de l'orage quand on le prononce en français, eh bien en fait c'est un guerrier qui combat pour les forces de Sigmar, donc pour l'humanité en gros, mais ce n'est pas un guerrier comme les autres, c'est un guerrier qui est mort une première fois lorsqu'il était humain et il a été reforgé par la foudre magique de Sigmar pour devenir une sorte de paladin, de parangon de vertu, quoique on en discutera un petit peu, on le verra avec la Chambre de Perdition, c'est un peu plus compliqué que ça, mais effectivement ils sont reforgés pour être plus forts, plus balèzes et surtout relativement immortels. Maintenant cette immortalité elle a un coût, puisque à chaque fois qu'ils sont battus au combat, eh bien les Stormcast sont rappelés dans un éclair d'orage à l'ami Sigmar, et à chaque coup reçu, à chacun de ces éclairs, eh bien ils perdent un peu plus leur humanité, avec des effets aussi, en plus de cette perte de mémoire, divers, variés, qui peuvent en fait être différents selon les Stormhosts, les différentes organisations de Stormcast, un petit peu comme les chapitres Space Marine, les Stormcast ont leur propre maisonnée, on va dire, et en fonction un petit peu de ce qui s'y passe dans ces maisonnées, leur culture, etc., eh bien il peut avoir des dérivés au niveau de l'effet, outre la perte de mémoire par exemple. Certains Stormcast peuvent perdre leur peau, remplacés par une sorte de foudre, de lumière un peu permanente. Certains ont les yeux effectivement remplis de cette lumière blanche et aveuglante. Voilà, il peut avoir des choses plus ou moins intéressantes, stylées ou flippantes pour le commun des mortels. Et donc, eh bien, depuis que les Stormcast ont été libérés après l'âge du chaos, et ainsi en ouvrant l'âge de Sigmar, c'est-à-dire la reconquête par le dieu roi un petit peu de ces royaumes mortels, eh bien les Stormcast observe cet effet de la reforge, qui donne d'ailleurs son nom à cette déclinaison du podcast, et il cherche un remède, parce qu'effectivement, vous en doutez, perdre son humanité, perdre ses souvenirs et devenir plus une sorte de machine qu'un homme, qu'un guerrier doué, on va dire, d'intellect et aussi d'initiative, etc. Enfin, on peut imaginer qu'effectivement, cette dégénérescence est un petit peu problématique pour les armées de Sigmar, et donc les Stormcast, depuis toujours, cherchent un remède aux effets secondaires, on va dire, de
la Reforge. Et alors il y a beaucoup de Stormcast qui ont cherché ce remède, donc parmi eux on peut citer toute la chambre un peu disparue désormais, sacro-sainte, qui du coup a été rappelée officiellement dans le lore d'Age of Sigmar sur Azyr, le royaume des cieux, pour justement continuer à superviser le plus possible la Reforge et éviter que ces effets n'apparaissent trop vite. Une bonne excuse pour Games Workshop qui a du coup éliminé, on va dire, cette gamme-là de la gamme Stormcast. Mais outre cette chambre sacro-sainte, qui était une organisation à part entière, il y a un personnage qui s'appelle Ionus Cryptborn, qui est là depuis la première édition d'Age of Sigmar, avec une certaine figurine assez basique finalement de prêtre guerrier, on va dire, et qui a récemment été boosté dans une seconde version à dos de dragon. Lui, c'est un des premiers Stormcast à s'être mis en quête justement d'un remède et de recherche, de solutions pour cette fameuse Reforge et ses problèmes multiples. C'est une sorte de Ronin, en gros, qui, depuis la première édition, s'est mis effectivement en quête de ces différentes solutions à travers les royaumes mortels, en rencontrant un certain nombre d'individus plus ou moins mystérieux. Et vous pouvez vous en douter, tout ça se fait plus ou moins sans l'aval de Sigmar, qui reste un petit peu mystérieux, qui reste un petit peu, silencieux sur ce sujet. Il sait que ses fils et ses filles sont menacés, mais bon, il lève pas trop le petit doigt non plus, donc c'est beaucoup aux enfants de Sigmar de se débrouiller eux-mêmes. Et du coup, Cryptborn et les autres essayent de trouver une solution depuis un moment, et malheureusement, il n'y en a toujours pas. Du coup, qu'est-ce qui se passe pour ces pauvres petits Stormcast qui continuent d'être reforgés jusqu'à perdre tous leurs souvenirs et devenir presque des automates ? Eh bien, ils rejoignent une chambre qui, jusqu'à présent, était un petit peu mystérieuse et secrète. C'est la chambre de Perdition en français, la Runation Chamber en anglais. La chambre de Perdition, c'est une des organisations des Stormcast qui s'organise en chambres. Vous avez du coup la chambre de cavalerie, de reconnaissance, etc. C'est plutôt des organisations militaires. Celle de la Perdition, en revanche, il y a une dimension un peu plus, je dirais pas forcément religieuse, mais un petit peu plus cryptique, peut-être même quand même un petit peu spirituelle, effectivement, puisque là où les autres chambres vivent dans des forteresses qui en fait sont visibles, des civils du monde de Sigmar, des humains, et forteresses qui sont censées les inspirer, qui sont censées leur rappeler qu'ils sont protégés. La chambre de Perdition, elle est stockée, si j'ose dire, dans les mornes citadelles. Je crois qu'en anglais, c'est les Bleak Citadels ou un truc comme ça. En gros, des châteaux assez noirs, des grottes, des trucs un petit peu plus chelous et plus cachés, des sortes en fait de prisons. Plus que des forteresses, isolées du monde, coupées du monde, où sont stockés du coup les Stormcast qui sont en perdition, ont rejoint la chambre de Perdition. Et quand je dis des prisons, c'est vraiment comme ça qu'elles sont conçues. Dans le fluff d'Age of Sigmar, on nous dit effectivement qu'elles sont construites de sorte que un certain nombre de gardiens puissent toujours jeter un œil sur ces Stormcast, un peu à la manière d'un panoptique, vous savez, ce dispositif spatial qui permet d'embrasser du regard la totalité d'un espace, voilà, d'un seul coup d'œil, on peut tout voir. Donc généralement, c'est une tour qui est entourée de cellules. Donc faut s'imaginer que les mornes citadelles ne sont pas vraiment des forteresses militaires, mais plutôt des prisons, en fait, tout simplement, ce qui n'est pas très réjouissant pour nos amis les Stormcast. Et donc, ils sont stockés, nos pauvres amis de la Perdition, et on continue de trouver des solutions plus ou moins hasardeuses ou durables. Il y a un autre personnage qu'on peut citer à ce moment-là quand on parle de ces solutions, c'est Iridan. Alors Iridan en anglais, il est décrit par le pronom Zay, donc je pense que c'est un personnage non binaire. Attention aux anti-wokistes, vos cheveux vont friser. Effectivement, Age of Sigmar a introduit un personnage non binaire, en tout cas en anglais, puisque ça n'a pas été repris par un pronom comme Yel par exemple en français. Ils disent il sur le site de Games Workshop, j'ai été vérifié. Donc on dira comme on veut, mais en tout cas on ne connaît pas le genre, ou peut-être n'en a-t-il pas de Iridan. Après tout, c'est un Stormcast, un être fait de foudre. Alors bon, allez savoir comment ça se passe pour ces gens-là. Toujours est-il que Iridan, c'est le premier Stormcast à avoir tué un autre Stormcast. Ça vous rappelle quelque chose si vous connaissez un peu le lore de Warhammer 40 000, entre l'hérésie d'Horus, ou peut-être Astorath qui élimine les Blood Angels accablés de la rage noire du côté du chapitre des fils de Sanguinius. On est un petit peu dans ce genre-là avec Iridan, effectivement. Et donc du coup, notre ami a
tuer un Stormcast, pas forcément pour le plaisir, plutôt pour lui donner, entre guillemets, eh bien, une sorte de soulagement, parce qu'effectivement, la reforge était devenue une torture, et plutôt que d'oublier qui il était, eh bien, ce Stormcast a demandé à ce qu'on abrège ses souffrances. Alors comment ça fonctionne, puisqu'a priori, normalement, les Stormcast sont immortels, je n'ai pas tellement la réponse. J'imagine que ça se passe un petit peu dans la lame que porte Iridan, qui est un petit peu spécifique, et peut-être aussi dans un autre culte, un culte un petit peu secondaire qui diffère de celui de Sigmar. On voit d'ailleurs que dans le monde d'Age of Sigmar, dans le fleuve d'Age of Sigmar, tout ça s'est un petit peu développé ces dernières années. La cosmogonie, les dieux, les divinités ont un petit peu évolué. On était très sur celle du vieux monde qui était devenue un peu omniprésente dans le début d'Age of Sigmar, notamment à l'âge des mythes. Et maintenant, on est quand même dans quelque chose d'un peu plus nuancé où on va chercher eh bien, des petites références à Warhammer Fantasy Battle ou des divinités un peu mineures de l'époque, notamment Morda. Et oui, Morda, c'est une autre divinité de la mort, un petit peu comme Nagash, beaucoup moins importante et qui n'aurait pas été, dans le monde d'Age of Sigmar en tout cas, absorbée par l'énergie de Nagash. Vous savez, les dieux se font la guerre et donc Nagash, il aime bien devenir le seul et unique dieu de la mort. Il se trouve que Morda est une autre divinité qui, elle, eh bien, a une version peut-être plus positive des choses et qui est appréciée des humains et des Stormcast, des humains à travers par exemple la ville de Létis qui est dans le royaume des morts, le royaume de la mort, et du coup Létis aborde souvent eh bien, le motif du corbeau et d'autres symboles un petit peu comme ça, donc on va dire oiseau un petit peu noir, de mauvais augure, mais quand même un petit peu là pour accompagner les morts vers l'au-delà. Vous voyez un petit peu le délire. Morda, c'est ça, c'est pas Nagash qui va s'emparer de votre âme et décider quoi en faire en fonction de son dernier plan à la mode. Donc c'est quand même une figure plus positive pour nos amis les Stormcast et comment dirais-je, les habitants des royaumes mortels. Et effectivement, eh bien, le culte de Morda s'est pas mal répandu à travers effectivement les royaumes mortels, mais aussi au sein des Stormcast, des chambres Stormcast, et particulièrement de la chambre de perdition, ce qui est assez logique puisque eh bien, on a là affaire à des Stormcast qui vont bientôt passer l'arme à gauche. Alors comment ce respect envers Morda s'incarne dans la chambre de perdition? Eh bien, le symbole du corbeau, ou en tout cas de crâne d'oiseau. On a aussi une relation toute particulière avec des morgriffes, qui sont en fait des variantes de Gryphound, qui ont été, dit-on, touchées par Morda, et qui seraient capables de communiquer avec une panoplie de mots qu'on dit être les derniers mots jamais prononcés par les morts à travers les royaumes mortels. Donc si vous dites « Où est mon D6 ?» avant de mourir, peut-être qu'un Morgriff pourra dire ça à un Stormcast. Je sais pas trop si ça l'aidera beaucoup à comprendre comment résoudre les problèmes de la Reforge, mais vous voyez un petit peu l'idée. Petit détail de fluff assez intéressant. Et donc effectivement, à dos de Morgriff, la chambre de perdition va souvent combattre, ou alors à des petits Morgriffs de compagnie. Et ça c'est plutôt cool parce qu'on aime bien ces jolies bestioles et leurs très beaux becs. Alors c'est pas forcément juste ces bestioles-là d'ailleurs qui créent l'intérêt de la chambre de perdition au combat, puisque effectivement ce sont des Stormcast vétérans. Ils ont été reforgés des dizaines et des dizaines, peut-être des centaines de fois. Ils ont complètement intégré toutes les notions martiales possibles et imaginables. Ils sont morts de bien des manières, et donc du coup ils savent comment déjouer les pièges de l'ennemi. Ils sont résistants à des environnements particulièrement durs, et notamment ceux que les Skaven ont amenés sur les territoires des royaumes mortels ces dernières années dans le monde d'Age of Sigmar. Donc la malpierre, les trucs un peu toxiques, etc. Ils s'en foutent, ils avancent un petit peu comme des pantins, comment dirais-je, des machines en fait. Ils parlent très peu, ils sont très flippants, ils communiquent quasiment pas avec les humains, peut-être même pas du tout non plus avec les humains, et pas tant que ça non plus avec leurs camarades Stormcast. C'est vraiment une sorte de bande à part. C'est vraiment des automates qui font froid dans le dos et qui avancent comme ça sans fléchir face à l'ennemi. Alors il y a un côté automate pour les réclusiens qui sont parmi les troupes les plus récurrentes de la chambre de perdition. Donc ce sont des Stormcast un petit peu plus balèzes, qui portent des capes, qui ont un bouclier, généralement une hache. Ça peut être aussi une sorte de grosse masse à deux mains. Mais il y a aussi un aspect un peu plus contemplatif. C'est pas juste des espèces de gros bourrins qui avancent silencieusement face à l'ennemi. En fait, dans leur silence, il y a aussi quelque chose de mélancolique. Ils essayent de se rappeler
à leurs souvenirs, à ce qui faisait d'eux des humains jadis. Donc ils sont assez dans une démarche un petit peu contemplative, dans une démarche sur la retenue. Ils prient Morda, ils sont certes silencieux, imperturbables, mais on sait qu'à l'intérieur, eh bien, ça bouillonne et qu'ils essayent de se raccrocher à leur existence mortelle pour tenir et continuer à exécuter leurs tâches, parce que on imagine bien, hein, c'est écrit en pointillé dans le fleuve des Josimar, que au bout d'un moment, eh bien, cette chambre de perdition, si les Stormcast qui la composent sont encore et encore tués, eh ben, on imagine qu'ils ne fonctionnent plus. Peuvent-ils encore bouger? Peuvent-ils encore agir au combat? Protéger les royaumes du dieu roi? Eh bien, c'est toute la question. Et donc, du coup, ils ne veulent pas faillir à leur mission. Ils continuent comme ça, immanquablement, d'essayer de rallonger quelque part un petit peu leur espérance de vie, ce qui est plutôt joli et ce qui est plutôt une sorte de twist intéressant sur le débat de base des Stormcast qui ont toujours une partie de leur humanité, contrairement aux Space Marines, si on devait faire la comparaison. Et c'est ça qui est assez intéressant. Ça a toujours été le cas dans le lore d'Age of Sigmar. On sait notamment que il y a des guerriers du chaos qui ont pu trouver une sorte de rédemption à travers la Reforge et sont devenus des Stormcast. On sait aussi qu'il y a des Stormcast qui se souviennent assez bien de qui ils étaient précédemment et qui vont du coup garder certaines habitudes, certains liens avec leur famille, avec leur vie. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. C'est pas du tout une coupure nette comme dans le cas des Space Marines. Et d'ailleurs, dans le cas de la chambre de la perdition et des réclusiens spécifiquement, eh bien, les réclusiens partent au combat et sont toujours en fait accompagnés, quoi qu'il arrive, des mémoriens ou des mémorians en anglais. Donc ce sont des individus humains qui sont des espèces, comment dirais-je, d'écuyers pour les réclusiens. Alors c'est pas tellement qu'ils portent leurs armes, mais qu'ils portent leurs souvenirs. Ce sont généralement des descendants de qui sont ces Stormcast à l'origine, et du coup ils aident leur Stormcast à se souvenir. Et du coup, c'est un ordre, celui des Mémoriens, qui a été fondé par Iridan dans l'objectif, encore une fois, de trouver une sorte de remède, ou en tout cas un moyen de ralentir les effets secondaires de la Reforge. Et donc, du coup, aux côtés de leurs Mémoriens, mais aussi aux côtés de leurs Morgriff, et bien sûr, peut-être de leurs camarades Stormcast dont ils se souviennent, eh bien, les guerriers réclusiens de la Chambre de perdition parviennent encore à accomplir leur mission, et ils font bien évidemment partie du bloc qui fait face aux Skaven et à toutes les menaces qui sont sur le point de déferler sur les royaumes mortels. Alors voilà pour ce qui est du fluff, mais maintenant passons au crunch avec le kit lui-même. Alors c'est une figurine très récente, je vous le disais en intro, puisque le kit il est sorti en 2024 avec Scaventide, donc la boîte de démarrage. Dans celle-ci, vous trouvez effectivement 3 réclusiens. Et d'ailleurs, vous trouvez d'autres figurines de la chambre de perdition. Par exemple, vous avez le Lord Terminos qui, le Lord Terminos, comme son nom l'indique, il termine un petit peu les Stormcast qui seraient un petit peu trop en train de dévier à cause de la Reforge, reprenant ainsi un petit peu la tâche qui était celle d'Iridan à l'origine. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est qu'on avait un focus sur la chambre de perdition dans cette boîte Scaventide, à tel point d'ailleurs qu'il y a même certains personnages, enfin certaines unités comme par exemple les Prosecutors, je crois que c'est leur nom, qui étaient du coup ces Stormcast ailés, qui ne faisaient pas partie de la chambre de perdition, mais qui d'une manière assez habile, encore une fois, dans l'intégration du fluff, en fait, on nous dit, Games Workshop nous dit, voilà, cette unité existe depuis la première édition, donc on peut imaginer qu'ils ont été reforgés un certain nombre de fois, et maintenant les unités de Prosecutors sont uniquement au sein de la chambre de perdition. J'espère que c'est bien les Prosecutors et pas une autre unité, mais vous aurez compris, je parle bien sûr des Stormcast ailés avec leurs espèces de tridents. Donc il y avait vraiment un vrai focus là-dessus, et les Réclusiens, par contre, c'était là une nouvelle unité qui a d'ailleurs eu droit à 2 kits différents. On a la version de base, j'ai envie de dire, dans Scaventide, et on a un multi-kit avec des options supplémentaires à part. Alors en termes d'options supplémentaires, on va le dire vite, c'est pas non plus génialissime, mais malgré tout, on a une option d'arme avec du coup d'un côté bouclier et hache pour la partie Scaventide, et on a des grosses masses potentiellement si on prend la version multi-kit. Et dans les deux cas, nos amis les Réclusiens sont accompagnés de leurs Mémoriens qui sont un petit peu différents. En fonction de là où ils viennent. Le multi-kit n'a pas exactement les mêmes figurines. Je pense que ce sont simplement des variantes. Il y en a un qui a une petite bannière. On reconnaît un petit peu la pose et les petits détails de la figurine de Scaventide. Mais donc c'est assez habile. Ça permet un peu d'avoir un petit peu de variété, notamment si vous voulez jouer plusieurs de ces unités de réclusiens. On le voit en fait à leur look en tout cas,
que ces réclusiens sont une relecture rapide, on va dire, de la troupe d'élite de Stormcast, qui avait commencé cette relecture en V3 avec les Annihilators, vous savez, ces espèces de Stormcast gigantesques, là aussi des unités 2-3. Donc, ce qui commence à être de plus en plus récurrent d'ailleurs chez Games Workshop, aussi bien à Age of Sigmar qu'à Warhammer 40 000. Donc, les Annihilators, c'était ces gars hyper costauds avec des épaulières, vraiment à en faire pâlir les Terminators Saturnines. Bon, je crois que ça y est, maintenant ils se sont fait dépasser, et des gros marteaux. Et là, les Réclusiens, c'est un petit peu dans la même idée de troupes d'élite pour les Stormcast. Il y avait auparavant V1, V2, énormément de troupes d'élite Stormcast qui n'étaient jamais que des versions plus bulky avec de plus gros marteaux que les Liberators classiques. Ce qui est assez cool, c'est que depuis la V3, on sent que Age of Sigmar a voulu un petit peu ajuster, raffiner un petit peu le vocabulaire visuel des Stormcast, et donc ils sont passés à quelque chose quand même de plus intéressant. Alors, je sais pas à quel point c'est intéressant, parce que ça casse pas non plus trois pattes à un canard. Là, on voit que c'est des Stormcast d'élite, donc du coup, ils ont une cape, ils ont un bouclier légèrement différent, ils ont pas le même équipement. Ils troquent, vous savez, cette espèce d'auréole que les Stormcast ont sur leur casque pour une collerette. Donc, ils ont effectivement un look qui est légèrement différent, mais sont pas non plus complètement à part. Alors après, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que dans cette idée de rendre la chambre de perdition tangible, il y a un certain nombre de marqueurs qui sont récurrents et qu'on retrouve sur les figurines qui font partie de cette chambre. Donc notamment les chaînes, plutôt que, on va dire, les habituelles décorations Stormcast, par exemple les ceintures de cuir, etc. On a de la côte de maille au lieu, vous savez, des lamelles de cuir un petit peu plus à la romaine ou à la grecque. Donc là aussi, c'est intéressant, ils ont un côté plus médiéval. Et effectivement, il y a cette auréole qui est remplacée par une collerette à l'arrière du casque. D'ailleurs, je ne suis pas spécialement fan de ça. J'ai laissé les miens comme tels parce que finalement, j'avais du mal à les convertir. Et quand vous enlevez la collerette, ça fait un petit peu bizarre. En plus, il faut aller la chercher entre les jointures des épaules et la cape. Donc, c'est pas facile à faire spécifiquement sur les réclusiens. Un peu plus facile à faire sur les personnages. Du coup, je m'en suis donné à cœur joie. Mais sur les réclusiens eux-mêmes, c'était pas fastoche. Ça reste un kit qui a quand même une belle personnalité et qui surtout reflète le fluff. On sent aussi qu'ils ont des petits bibelots, des petites reliques autour d'eux qui pourraient très bien être en fait des souvenirs de leur vie passée. Et ça, je trouve ça vraiment assez intéressant, voire quand même plutôt incroyable. Je sais notamment que dans le lore des Space Marines, par exemple, pour Warhammer 40 000, ils sont censés avoir voilà, des serviteurs, des écuyers, des serfs, en fait, de manière générale. Et du coup, on n'a pas forcément ça incarné sous forme de figurine. Alors, pour le coup, si vous avez envie de les représenter, je pense que les mémoriens, je m'avance un petit peu sur la fin de ce podcast, font un super candidat pour ce genre de figue, mais c'est vrai que c'est assez rare en fait pour être noté ce genre de détail en fait d'incarner à ce point le fluff sur la figue et donc sur la table, et d'ailleurs je crois que même en termes de jeu, eh bien ces petits bonhommes sont une forme de token qu'on peut remplacer si on active une des capacités des personnages, si je me souviens bien. Donc c'est vraiment, je trouve, un emballage assez cool entre figue, jeu et fluff, et ça c'est le genre de truc qu'on aime voir, donc il fallait le souligner, même si le kit en lui-même n'est pas spécialement original. Je pense que bien des Stormcast un peu d'élite, je pense notamment aux Praetors, et ben voilà, ont eux aussi une espèce de grosse hache, plutôt une hallebarde, mais bon voilà, aussi des capes, aussi ce genre de, on va dire, look. Après, en termes de peinture, je trouve qu'ils sont vraiment incroyables. Je crois que c'est parmi les derniers que j'ai peints lorsque j'ai fait Scaventide, et au début j'avais un petit peu la flemme, et en fait je me rends compte que ce gabarit fonctionne hyper bien sur des unités d'élite. Autant les Stormcast, notamment les Liberators, ont toujours été très gros, mais même maintenant qu'ils ont été un peu affinés, vous n'avez pas l'impression de faire de la troupe de base quand vous en faites, surtout que c'est sur du 40 mm. Je trouve que c'est un petit peu too much. J'aime encore mon côté socle de 32 et pas trop de détails. Bon, ça se peint assez bien les Stormcast, surtout si vous restez sur des teintes métalliques. Je pense que vous en sortez relativement rapidement, et avec quelques effets, vous obtenez un résultat waouh sans trop de problèmes. Mais là, les Réclusiens, c'est vraiment, je pense, on va dire le gabarit parfait. Ils ont effectivement tous ces petits trucs sympas, les reliques, les chaînes, les côtes de mailles, beaucoup de textures, mais c'est assez bien foutu dans le kit pour pas trop être niché derrière quelque chose, notamment si vous les assemblez, si vous avez l'occasion de prendre le multi-kit avec les masses à deux mains, parce que vous n'avez pas de bouclier, qui souvent le bouclier va vous gêner pour peindre d'autres trucs. Alors petite astuce, puisqu'il s'emboîte avec un petit bitonio, évitez de les mettre tout de suite les boucliers. Moi je les traite toujours à part, ça me permet un petit peu de circuler un peu mieux avec mon pinceau, et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé peindre ces figues là, je les trouve très récompensantes très rapidement.
Donc c'est vrai que c'est des figurines qui se laissent travailler avec grand plaisir et j'étais un petit peu le premier surpris. En plus, vous avez les réclusiens qui vous donnent un joli palette cleanser, comme on dit en anglais, entre deux figues. Si vous n'avez pas envie d'être toujours sur le métal et sur la cape, vous avez des drapés un peu plus classiques à vous mettre sous la dent et ça, c'est assez chouette. Faites, à mon avis, petit conseil, comme le fait Games Workshop sur son schéma de couleur de base. N'hésitez pas à rajouter du noir pour amener un petit peu de morbidité dans ces réclusiens, en espérant bien sûr que ça marche un petit peu avec votre schéma de base, mais sinon vous pouvez aller trouver une teinte plus sombre. Moi j'hésitais entre faire rouge et un rouge plus sombre, finalement j'ai fait rouge et noir et ça fonctionne plutôt bien, ça permet vraiment de les distinguer un petit peu à part du reste de vos forces, tout en les intégrant avec l'armée au sens plus large. Bien voilà, on a fait un petit peu le tour du kit, donc maintenant il nous reste à savoir comment on peut personnaliser ces figurines et on va rentrer dans notre dernière partie qui serait consacrée aux substituts en tout genre. Alors si vous n'avez pas de réclusien sous la main, eh bien le pro tip ça peut tout simplement d'aller piocher dans toute cette gamme de paladins, on va dire que Age of Sigmar nous a fourni notamment en V1 et en V2, il y a pas mal de vieux Stormcast qui traînent à droite à gauche et qui pourraient tout à fait faire l'affaire, notamment parce que eh bien, toute cette putain d'armée est sur du 40 mm et que c'est très facile de faire du proxy avec un petit peu de conversion, rajouter des trucs un peu dark, des crânes d'oiseaux, je crois qu'il y en a à droite à gauche dans pas mal de kits Warhammer, notamment ce vieux kit de crâne où il y a ça. Alors je crois qu'il a été remplacé récemment, donc peut-être un peu plus chaud de mettre la main dessus, mais l'impression 3D est votre ami aussi. Donc il y a moyen, je pense, de convertir ces vieilles figues-là, qui d'ailleurs n'ont plus forcément de datasheet à l'heure actuelle, en réclusien, et c'est en plus assez fluff, c'est-à-dire que vous partez du principe que ce sont vos unités depuis un moment et qu'elles auront passé seront passées dans la chambre de perdition pour devenir des réclusiens à part entière. Après, qu'en est-il des mémoriens? Là, c'est peut-être un petit peu plus dur, mais pourquoi pas en faire récupérer des griffons et considérer que ce sont plutôt des animaux de compagnie qui leur servent de souvenirs. Il y a plein de choses à faire là-dessus et je pense que c'est assez intéressant de donner un petit peu de détails sur ce qu'étaient ces réclusiens avant de partir au combat au sein de votre armée. Typiquement, les miens, je leur ai donné des lances, en tout cas pour 2 d'entre eux. Pour le chef d'unité, j'ai gardé la pose avec les 2 haches parce qu'elle était beaucoup trop cool pour être changée. Et c'est vrai que ça rappelle un petit peu au thème un peu plus gréco-romain de mon armée. Et je trouve que c'est assez sympa d'imaginer qu'effectivement, il faisait partie de ces légionnaires ou de ces hommes de la phalange qui donc avaient du coup une lance et un bouclier. Et donc ils ont gardé cette façon de combattre, même en devenant des réclusiens. Ils ne sont pas forcément passés sur une grosse masse d'armes ou une hache et un bouclier. Alors après, c'est à vous de voir. Hein, une hache et un bouclier, c'est très cool aussi. Mais je trouve que c'est sympa de faire des petits rappels au reste de votre armée si vous avez un thème fort ou si vous jouez par exemple un Stormhost assez connu. Il y en a par exemple, j'ai perdu leur nom, c'est peut-être les Astral Templars ou quelque chose comme ça, qui sont des chasseurs d'animaux. Donc typiquement, eux, avoir des réclusiens sous forme de bestioles, pas forcément d'ailleurs tirés des Age of Sigmar, et puis, je sais pas, des arbalètes ou une arme qui fait un peu plus penser à la chasse, je trouve que ça serait vraiment intéressant de les représenter comme ça. Donc amusez-vous avec ce genre de petits détails et si vous voulez aller plus loin, on pourrait passer du côté du 41e millénaire et se demander ce qu'on peut faire avec un kit comme ça. Alors la première chose qui me vient en tête effectivement, ce sont les Blade Guard Space Marine puisque c'est 100% une unité comparable dans le sens où ils sont 3 aussi, c'est une unité d'élite. Je crois pas que les Blade Guard ont des capes à proprement parler, mais il y a aussi ce côté, voilà, lame et bouclier, statut un petit peu plus, on va dire, vétéran. Donc, il y a des choses qui pourraient bien fonctionner. Maintenant, le gabarit des Stormcast ayant été raffiné, je trouve qu'il colle de moins en moins à celui des Space Marines, à quelques exceptions près. Peut-être qu'avec du Blood Angel, qui a de l'habitude d'avoir justement des armures plus ouvragées, ça peut être intéressant. Et sinon, moi, je pensais tout simplement à tout ce qui est Adepta Sororitas, ou même l'Inquisition de manière générale. Je pense que notamment le leader de l'unité ferait un inquisiteur en armure énergétique ultra ouvragée d'une grande qualité. Les mémoriens peuvent à ce moment-là servir d'acolytes ou voilà, en tout cas de gens qui le suivraient dans sa bande inquisitoriale. Il y a un truc à faire avec ces figues-là, peut-être même en fait en termes de gabarit pour représenter, je sais pas, une sœur Sista. Je crois que dans les 2 cas, il y a un des corps des Stormcast réclusiens qui est féminin. Donc voilà,
ça peut représenter une chanoinesse particulièrement énervée, ou une inquisitrice, là aussi, il y a une base qui serait assez intéressante. Je trouve qu'en tout cas, le côté un peu plus gothique de la chambre de perdition se prête assez bien à ces factions-là, à Warhammer 40 000, et ça pourrait faire de belles conversions. En tout cas, les têtes des masses d'armes de la version multi-kit, si vous ne les utilisez pas, je pense qu'elles peuvent être facilement réutilisées sur du Space Marine du Chaos et autres, et je pense que ça aurait carrément de la gueule parce qu'elles sont assez impressionnantes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller là-dedans, et au pire, essayez de topper le kit simplement pour les mémoriens et en faire des serres Space Marines qui pourraient être assez cool pour accompagner vos unités, représenter, je sais pas, des pouvoirs psychiques, des tokens. Il y a ce fameux truc par exemple du capitaine Space Marine qui une fois par bataille peut s'énerver en termes de jeu là actuellement en V10, donc ça peut être totalement représenter son écuyer et puis vous l'enlevez, vous savez que vous avez utilisé ce pouvoir. J'aime bien ce genre de petits trucs, c'est aussi une forme de jeu narratif que d'incarner sur table ces effets là, donc n'hésitez pas à aller carrément dedans. Voilà pour ce nouvel épisode de la Reforge, j'espère que ce format vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter l'émission sur les plateformes qui vous le permettent. Je crois que c'est le cas notamment de Spotify et d'Apple Podcast. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram notamment, Blue Sky, mais aussi Discord, parce que le Discord continue à grandir et ça me fait plaisir. N'oubliez pas que nous sommes actuellement en plein Oldhammer Challenge et qu'il vous reste quelques jours pour peindre vos figurines et pour me les envoyer du coup, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Si vous avez adoré ce que vous avez entendu aujourd'hui, vous sachez aussi que vous pouvez nous soutenir sur Tipeee ou via notre essai sur Warhammer 40 000 qui est toujours disponible chez Third Edition. Je vous embrasse et d'ici la prochaine fois pour le Dieu Roi. Et oui. Bonus. Trax. Oh!